Bonsoir à tous et bienvenue dans Analyse Hebdo. Comme chaque semaine, une nouvelle émission pour comprendre un peu plus la crise sociale et désormais politique qui règne en Guadeloupe. Avec nous pour en parler, Georges Calixte. Bonjour Georges. Bonjour Marius, bonjour téléspectateurs d'Éclair TV qui nous sont fidèles. Je rappelle que vous êtes politologue et docteur en sciences politiques. Votre analyse de la situation dans un instant. Georges Calixte, pourquoi les négociations entre le gouvernement, les syndicats et les élus sont-elles difficiles jusqu'à présent ? Il y a deux événements qui méritent d'être analysés. D'abord la rencontre avec le collectif qui n'a duré que 10 minutes. Ensuite, la rencontre avec les élus qui s'est soldée par l'absence, si on intègre les parlementaires, les présidents de PCI et les collectivités majeures, de l'absence donc d'une grande majorité des élus. Ça veut donc dire que le passage du ministre à la Guadeloupe a davantage été marqué par des difficultés de communication, plus, et en tout cas, ça n'a pas généré une entame, ne serait-ce qu'un début d'entame de négociation. Pour comprendre ce qui se passe, il y a plusieurs cadres d'analyse. On peut prendre celui de la communication. Pour que le dialogue s'engage dans le cadre d'une négociation, il faut qu'il y ait une communication préalable. Et cette communication s'appuie sur 4 paramètres. D'abord, la gestion du temps. Ensuite, les préalables apportés par chaque acteur. Leur référentiel, leur représentation de la réalité de l'autre et du dialogue possible avec lui. Et ensuite, une méthode. Or, il est facile, et nous allons faire l'analyse actuellement, de démontrer que ces 4 conditions qui sont préalables, incontournables en tout cas, pour que s'engage une communication et par conséquent une négociation n'étaient pas respectées. D'abord le temps. Le ministre arrive, il consacre 2 heures à la négociation. 32 points de revendication sur une plateforme, il est difficile qu'il puisse y avoir une véritable volonté exprimée à travers le temps. Donc en fait, ce que le ministre voulait, c'est surtout une première prise de contact de manière à pouvoir engager simplement le dialogue sans forcément engager la négociation. Ce d'ailleurs que les syndicats fort justement ont dénoncé. Maintenant, ce qui a bloqué encore davantage, ce sont les préalables. Le ministre a mis comme préalable 10 personnes dans le format, qui plus est l'obligation, en tout cas l'exigence, que le collectif dénonce les faits délictueux qui se sont produits, en tout cas les jours précédents. Ce qu'a complètement rejeté le collectif en mettant lui comme préalable 30 personnes d'une part, d'autre part le fait qu'il puisse y avoir au moins la possibilité pour lui, en tout cas, le fait qu'il ait dénoncé un certain nombre de jeunes qui ont été sanctionnés en raison des faits délictueux en demandant leur suspension, et surtout le fait le plus important, demandant de suspendre toutes les suspensions, donc de surseoir à l'exécution de toutes les suspensions par rapport aux soignants qui avaient été concernés. Ce qui a scandalisé le ministre. Ce qui a scandalisé le ministre. Et d'ailleurs, nous le verrons dans le deuxième point, pourquoi ça l'a scandalisé. Donc, au niveau des préalables, nous sommes bien sur 2 catégories de préalables totalement antagonistes, en tout cas totalement opposées. Troisième critère, en ce qui concerne le référentiel. Force est de constater que l'État a eu un référentiel très sécuritaire. Référentiel sécuritaire lié au fait qu'il a dit qu'il veut rétablir l'ordre républicain. Vous comprenez très bien que de tels propos ont été repris par le collectif qui a fait référence à des situations historiques passées où il y a eu des faits de répression en disant que c'est inadmissible et qu'en plus, ce référentiel maintenant du collectif, en plus qu'il s'appuyait sur donc, le rejet socio-historique de toute forme de répression, il s'appuyait également sur le fait qu'il était possible de pouvoir obtenir des dérogations par rapport à la loi en se référant cela sur la situation de la chlordécone,
qui a bénéficié d'une dérogation alors que la loi l'interdisait, et de certaines lois qui devraient s'appliquer sur l'ensemble du territoire au nom de l'identité législative, mais qui ne le sont pas à la Guadeloupe. Donc, là encore, voilà deux référentiels complètement opposés, et par conséquent, difficulté encore accrue du dialogue. Enfin, lorsqu'on fait cette analyse concernant la méthode, il est vrai que les syndicats, dès le début du mois de septembre d'ailleurs, ont proposé une méthodologie qui s'appuie sur des ateliers thématiques. Ces ateliers thématiques, cependant on le verra tout à l'heure, ne devant pas aboutir à un fractionnement des différentes revendications. On le verra, si vous voulez, dans le troisième point. Donc avec les organisations syndicales, que l'entretien n'ait duré que 10 minutes, ne se soit traduite que par le rappel de la philosophie de l'État par le représentant de l'État et la remise d'un document qui avait été déjà remis au préfet, au ministre, que ça n'a duré que 10 minutes, ne peut pas nous surprendre. Puisque les 4 critères que l'on vient de voir, ces 4 critères, de toute façon, qui auraient dû être partagés par les acteurs pour que la communication s'engage, ne l'étaient pas. Il en a été un peu différemment concernant les élus. Non, différemment, non pas parce que ça soit différent de la stratégie de distance, mais parce que les différents critères que je viens de citer n'ont pas eu la même portée au niveau des élus. D'ailleurs, il faut reconnaître que certains ont dit très clairement qu'en ce qui concerne le critère du temps, ils estimaient qu'une simple déclaration du ministre, en tout cas les propos du ministre relevaient beaucoup plus de la déclaration que du véritable échange, parce que le temps était effectivement limité. Donc au moins on trouve un point commun avec les organisations syndicales. Mais n'oublions pas qu'au niveau des préalables, et dès lors que le ministre est arrivé donc à Pôle-Caraïbes, dans sa déclaration préalable, il a dit attention, je viens en tant que représentant de l'État, mais je ne suis pas responsable uniquement de ce qui se passe. Ça veut donc dire que les élus ne venaient pas décharger sur moi la responsabilité d'une situation dont vous avez une part en tout cas, vous avez pris part en tout cas à cette situation. Bien évidemment, les élus ont estimé qu'ils ont au préalable rencontré le Premier ministre, qu'il n'y a donc pas eu d'écoute. Donc, qu'au niveau des préalables, eh bien, écoutez, l'écoute n'ayant pas préexisté, les élus ont estimé qu'ils ont été quelque peu marginalisés. En ce qui concerne enfin le référentiel, les élus sont restés sur un référentiel très protecteur et providentiel. D'ailleurs, il y en a même un qui a dit « mais l'État nous a abandonnés ». Alors que l'État, lui, a son référentiel, qu'il a d'ailleurs déjà traduit dans le projet de loi 4D, où il est prêt à donner davantage de responsabilités aux acteurs locaux. Donc là encore, au niveau du référentiel, une différence fondamentale, puisque l'un demande à l'État de s'engager davantage, et l'autre qui dit, mais vous avez suffisamment de responsabilités pour pouvoir presque vous débrouiller tout seul. Donc on comprend très bien que aussi bien avec le collectif qu'avec l'État, au regard de ces 4 critères et même par rapport aux élus, il n'a pas été arrêté une méthodologie particulière, mais vous verrez tout à l'heure que de toute façon, très peu de compétences peuvent être vraiment, en tout cas, prises en charge totalement par les élus, puisque dans le cadre d'une approche beaucoup plus globale, la présence de l'État sera nécessaire. Donc tout ça pour dire aux téléspectateurs qu'on était dans la chronique d'une difficulté de dialogue annoncée, puisqu'au regard des 4 critères que je viens d'évoquer, aucune des 2 parties n'était, comme on dit plus vulgairement, sur la même longueur d'onde. Maintenant, cela veut-il dire que la situation doit rester en l'état? Pas du tout, puisqu'à un moment donné, les éléments de la négociation doivent consister
en un allègement, en tout cas en une grande disponibilité, mais dans un allègement des préalables, chacun doit faire un geste, dans le fait de vouloir dessiner un référentiel commun, donc la représentation de ce que l'on veut traiter des problèmes, mais également de leur résolution, et se mettre d'accord sur une méthode qui permettrait, sans dissocier la plateforme de revendication, d'approfondir les grandes thématiques qui la concernent. Espérons que, en tout cas les jours à venir, verront se rencontrer au moins les élus et le collectif, de manière à ce qu'il puisse y avoir vraiment une approche, en tout cas une tentative d'approche commune. Juste très rapidement, il semble que les négociations aient été un peu plus ouvertes en Martinique. Comment expliquer cette différence avec ce qui s'est passé en Guadeloupe ? Il y a deux cas de figure. D'ailleurs, le ministre, je pense, joue un peu sur la division, puisqu'il est à la limite de nous qualifier de mauvais élèves, alors que la Martinique est qualifiée de bons élèves. Alors, il y a deux raisons. La première, c'est qu'à la Martinique, il y a un élu qui est écouté par à la fois les organisations syndicales, la société civile et l'État, c'est Serge Letchimy. C'est lui qui a été la cheville ouvrière du rapprochement entre les acteurs. Deuxièmement, quand le ministre arrive, ils se sont déjà mis d'accord sur des ateliers thématiques. Si bien que lui, il a la possibilité de se prononcer au regard de données qui sont tirées des ateliers thématiques, même si par ailleurs les négociations n'avancent pas, elles bloquent. Mais au moins il y a déjà un cadre dans lequel où elles se déroulent. Et dans ce cas de figure-là, c'est vrai que la Martinique a pris un peu d'avance dans le cadre du format et de la structuration des négociations. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que ces négociations aboutiront, puisque là, ce n'est qu'une entame. Et je vous dis, cette entame a été possible, en tout cas le fait que les acteurs s'assoient autour de la même table, grâce à l'intervention particulière de Serge Letchimy. Bien, je vous propose de voir dans un instant les marges de manœuvre que possède le gouvernement dans l'application de la loi sur le territoire de la Guadeloupe. Georges Calixte, quelle marge de manœuvre possède le gouvernement dans l'application de la loi sur le territoire de la Guadeloupe ? La question est liée à un préalable posé par le collectif, à savoir que les dispositions de la loi du 5 août qui stipule la suspension des personnels qui n'ont pas un schéma vaccinal complet, que ces dispositions ne soient pas applicables à la Guadeloupe, eu égard au fait qu'il y a un pourcentage très faible de la population qui est en mesure de présenter un schéma vaccinal complet, même si le pourcentage est plus élevé en milieu hospitalier. Donc en fait, la question est de savoir, le gouvernement a-t-il la possibilité de pouvoir modifier les dispositions de la loi applicables sur un territoire? Donc, il faudra bien distinguer la possibilité d'abroger la loi, et je réponds d'ores et déjà non, de la possibilité de l'aménager. Là, ça dépend davantage d'une volonté politique. Alors pourquoi l'abrogation qui est demandée n'est-elle pas possible pour le gouvernement? Il s'agit d'une loi. Pour qu'il puisse y avoir abrogation, ça ne peut être qu'une loi qui abroge les dispositions que l'on voudrait abroger qui sont issues d'une loi. Ça veut dire qu'il faudrait reprendre la procédure parlementaire pour abroger cette loi, ce qui n'est pas gagné. Il y aurait eu une deuxième possibilité, c'est que la loi prévoit que le président de la République et le Premier ministre puissent légiférer par ordonnance. L'ordonnance étant une procédure législative déléguée, il est possible que pour un sujet bien précis, pour une matière bien précise, le Parlement donne donc au président de la République ou au Premier ministre la possibilité de pouvoir prendre des ordonnances qui ont valeur législative, sachant que ces ordonnances doivent être ratifiées ultérieurement par le Parlement. Or, cette stratégie est difficilement envisageable puisque sur le plan politique, ça voudrait donc dire que ça poserait quelques problèmes, déjà qu'il y a eu de nombreux débats
et donc difficile à appliquer. Maintenant, la deuxième solution, s'il n'y a pas d'ordonnance, ce serait que le gouvernement prenne des décrets. Mais s'il prend un décret, un décret d'abrogation, il ne peut pas aller à l'encontre de la hiérarchie des normes. D'ailleurs, un décret de ce niveau ne peut être qu'être pris en Conseil d'État, et le Conseil d'État, bien évidemment, va donner un avis défavorable, le Conseil d'État, tout simplement parce qu'il n'y a pas le respect de la hiérarchie des normes, à savoir qu'un décret ne peut pas contenir des dispositions qui vont à l'encontre d'une norme supérieure qui est la loi ou une ordonnance. Ça veut dire que le gouvernement actuellement n'est pas en mesure de prendre un décret. Et ça va même plus loin, parce que imaginez-vous qu'un décret soit à même à pouvoir modifier la loi. Ça pose également un problème constitutionnel, celui de la séparation des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif. Ça voudrait donc dire que l'exécutif va prendre un acte administratif qui modifierait substantiellement le contenu de la loi. Ça voudrait dire qu'à la limite, le Parlement ne sert plus à rien. Or, il y a la hiérarchie des normes. Donc, au nom du principe de séparation des pouvoirs, une approche du gouvernement en termes, si vous voulez, de remise en cause de la loi, honnêtement et juridiquement, ce n'est pas possible. Ce qui peut par contre être possible, s'il n'y a pas de nouveau processus législatif devant le Parlement, c'est que le gouvernement puisse adapter, en tout cas aménager les conditions d'application de la loi. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait lorsque la loi devait prendre effet le 15 octobre et qu'il a prorogé, en tout cas pour les Antilles, jusqu'au 31 décembre. Voilà, mais l'un des éléments précisés par la loi, à savoir la suspension pour absence de schéma vaccinal complet, il ne peut pas le remettre en place, en tout cas en cause. Il ne peut qu'aménager alors les délais ou peut-être les modalités de ponction de la part du salaire suspendu. Ça, il peut y avoir des aménagements à ce niveau-là, mais pas un acte administratif qui supprimerait le contenu de la loi. Donc en réalité, la fermeté du ministre est tout simplement liée à son impossibilité réglementaire, législative et constitutionnelle de pouvoir remettre en cause. D'autant plus que si cela se faisait, cela voudrait donc dire que l'identité législative qui veut qu'il y ait une application sur tout le territoire, cela ferait jurisprudence et ça voudrait donc dire que par la puissance et la pression de la rue, il est possible de trouver des aménagements de la loi tels que ces aménagements iraient à l'encontre de des dispositions qui sont prévues dans la loi. Ça risque de créer jurisprudence pour les autres départements. C'est du jamais vu même dans le monde actuellement. Mais ce n'est jamais vu, mais de toute façon, ça ne peut pas se voir, en tout cas depuis la Ve République, puisque, je vous dis, ça ne peut se faire que par décret. Et le décret doit passer en Conseil d'État qui lui-même évoquera de toute façon la hiérarchie des normes et le principe de séparation des pouvoirs. Bien, Georges Calixte, je vous propose d'essayer d'identifier les différentes stratégies des acteurs dans ces négociations. Voyons cela dans un instant. Georges Calixte, dans ces négociations, peut-on identifier des stratégies différentes des différents acteurs, justement? Au regard des ressources et des contraintes dont dispose chaque acteur, il mène des stratégies. Prenons le cas concernant le collectif. Qu'est-ce qu'il propose? Il propose des ateliers thématiques, mais il dit attention, ces ateliers ne doivent pas aboutir à une fracturation de l'appareil, en tout cas de l'ensemble des revendications. Donc lui, c'est ce qu'on appelle une stratégie systémique, à savoir qu'il part d'un élément de référence qui est l'obligation, en tout cas le rejet de l'obligation du schéma vaccinal complet. Et à partir de cet élément de référence, il estime que toute modification des autres éléments du système doivent s'articuler
au préalable sur cet élément de référence. Donc, ça veut dire qu'on verra jusqu'où les organisations syndicales maintiennent comme préalable à la discussion sur les autres ateliers le rejet du schéma vaccinal complet. Et ça dépendra beaucoup des aménagements qui pourraient être consentis, sachant que le gouvernement, on le voit, il joue sur le temps, à savoir qu'il a lui-même dit, au bout de 15 jours, il y a eu à peu près 280 personnes qui ont accepté d'entrer dans le schéma vaccinal complet. Il a mis en place une commission de manière à convaincre les derniers personnels réticents. Il serait environ 1000. Hein. Alors qu'il sera actuellement environ un millier contre, je crois, un peu plus de 1300 il n'y a pas très longtemps. Donc il joue sur cet aspect pour qu'au fur et à mesure, ce point ne figure pas comme préalable incontournable à la suite des négociations. Donc les syndicats ont une approche systémique et ils ont raison parce que quand ils disent « nous sommes prêts à rencontrer les élus, mais qu'il faudra l'État », et je vous confirme qu'ils ont raison. Si on prend la formation professionnelle, certains diront « mais c'est éminemment de la compétence de la région ». Et c'est vrai que la région pourra faire des propositions pour relancer, en tout cas plus efficacement, l'école régionale de la deuxième chance, pourra relancer Guadeloupe formation pour qu'il y ait plus d'adéquation entre les formations et le tissu économique. Mais si l'on veut, par exemple, décider que ceux qui finissent leur formation puissent bénéficier de contre-aidés ou de facilitation dans l'accès d'une entreprise, là, on est sur la direction de la concurrence du travail et de l'emploi. Donc, on revient à l'État. Donc, ils ont raison de dire que l'État est nécessaire, puisque même dans certaines compétences décentralisées en fonction de l'objectif que l'on se fixe, il va bien falloir que les dispositifs de l'État entrent en ligne de compte. De même que j'ai pris l'exemple de la jeunesse. Quand on parle de la jeunesse et qu'on veut s'intéresser à son insertion, on peut penser que le département, il est compétent. Mais l'insertion de la jeunesse, ça commence d'abord par l'école. Et la lutte contre l'échec scolaire, c'est l'État. Ensuite, ça passe par la famille. Mais la famille, compétence partagée entre l'État et les collectivités territoriales. Ça passe par la formation professionnelle, en tout cas pour ceux qui sont en situation d'échec scolaire que j'évoquais tout à l'heure. Et ça va même plus loin, puisque ça évoque des problématiques sécuritaires, puisque la facilité avec laquelle circulent aussi bien les stupéfiants que les armes, on le voit, nécessite que les forces de l'ordre disposent réellement des moyens de pouvoir intervenir. Donc quand l'UGTG, en tout cas le collectif dont l'UGTG fait partie, demande effectivement qu'il puisse y avoir cette approche systémique, ils ont raison, puisque les compétences que les élus pourront traiter uniquement à leur niveau sont relativement limitées, et ça fait donc partie, si vous voulez, du retard que nous avons pris de n'avoir pas demandé suffisamment tôt des habilitations réglementaires ou législatives pour exercer sur place davantage de compétences. Nous sommes restés trop accrochés à l'identité législative. Alors maintenant, vous me direz, la stratégie des élus, bien écoutez, elle est malheureusement une stratégie assez délicate. Et pour vous donner une idée, normalement, ce sont les membres du collectif qui devraient demander audience aux élus pour pouvoir engager le dialogue. Ils estiment l'avoir fait et les élus n'ont pas, à leur sens, suffisamment répondu. Mais maintenant, on est dans la situation inverse, où ce sont les élus qui demandent audience aux membres du collectif, qui décidera, ce collectif, à quel moment il donne rendez-vous aux élus. Ça veut donc dire qu'on est dans une situation où la représentation politique se trouve quasiment en difficulté par rapport à sa base. Donc là aussi, la stratégie de conciliation des élus, aussi bien vis-à-vis de l'État que vis-à-vis des membres du collectif, s'explique parfaitement
dans la mesure où ils sont pris entre deux feux. D'un côté, l'État qui dit « mais écoutez, je vous ai donné des possibilités, vous ne les avez pas suffisamment exploitées » et d'un autre côté, le collectif qui dit « mais vous avez une part de responsabilité et même si je discute avec vous, vous n'avez pas suffisamment de moyens, en tout cas de liberté, de décision pour traiter ». Et enfin, vous avez l'État. Mais l'État reste tout simplement en situation attentiste. Il a son référentiel qui est le référentiel visant à rétablir l'ordre. L'État sait parfaitement que de toute façon, une fois que le dialogue s'engagera, et on le voit d'ailleurs au niveau de la Martinique, parce que dans chaque atelier, il est prévu un représentant de l'État, l'État sait parfaitement qu'une fois que le dialogue se sera engagé, de toute façon, à un moment donné ou à un autre, il va falloir revenir à lui, puisque c'est lui qui a la clé de bon nombre de problématiques. Donc dans tous les cas, ce qui apparaît très clair, c'est que l'initiative doit être prise par les acteurs locaux, le collectif et les élus. Qu'ils trouvent une approche commune, en tout cas moyen de communication sur les 4 critères que nous avons développés au niveau du premier sujet, en tout cas le dénominateur commun à minima, et une fois qu'il y aura le lancement d'une négociation, il faudra dire à l'État, mais attention, nous sommes bloqués parce que nous avons eu un consensus et c'est votre champ de compétences qui est interpellé, donc il vous appartient de répondre. Espérons que cette logique présidera aux futurs échanges, puisque je rappelle que ça fait 3 semaines que la Guadeloupe est dans cette situation et que la population souffre énormément. J'appelle donc en tout cas ma modeste contribution à ce que les acteurs trouvent les voies du dialogue rapidement. Merci beaucoup Georges Calixte pour votre analyse. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro d'Analyse Hebdo. Passez une très bonne soirée sur Éclair FM TV.